Si généralement les engins militaires naissent d'un besoin tactique ou stratégique clair, le char français Saint-Chamond, lui, répond à une toute autre logique. Derrière ses lignes anguleuses et son canon surdimensionné, ce monstre d'acier est avant tout le fruit d'une guerre d'ego, en plein cœur du bourbier de la Première Guerre mondiale. Le résultat, un engin aussi fascinant que profondément bancal. Fin décembre 1915, le colonel d'artillerie Jean Estienne et l'ingénieur Eugène Brillier de la société Schneider posent les bases d'un véhicule blindé qui doit permettre de sortir la guerre de l'impasse. Ce projet, soutenu par le général Pétain et approuvé par le général Joffre, commandant en chef des armées françaises, donnera naissance au tout premier char français, le Schneider CA. Mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil le succès d'Estienne et Brillier. En particulier le général Mouret, directeur du service automobile des armées, qui a autorité sur tous les engins motorisés terrestres. Il apprécie peu de voir un artilleur et un civil imposer leur projet sans passer par son service. Si les puissants soutiens d'Estienne empêchent Mouret de s'opposer frontalement au développement du Schneider, il fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues, multipliant les demandes de modifications et de tests. Mais surtout, il se met en tête de faire développer par son propre service un char supérieur. Pour ça, il fait appel au sous-lieutenant Charles Fouché, expert en train de roulement à chenilles. À la question « Est-il capable de concevoir un engin chenillé capable de franchir les barbelés et une tranchée de 1,50 m de large ?» Là où Mouret sait que Schneider est limité à 1 mètre, Fouché répond « Je peux en 4 semaines ». Ce qui, vous en conviendrez, est déjà impressionnant. Sauf que les essais du Schneider sont programmés pour le 21 février 1916, et on est déjà le 2 février. Pour réaliser cet exploit, Fouché hérite d'un petit atelier sous-équipé de 10 hommes et de 2 châssis Baby Holt. Autant dire que c'est loin d'être gagné. Heureusement pour lui, les hommes sont motivés et ne ménagent pas leurs efforts, travaillant jour et nuit. Bien sûr, impossible de partir de zéro. L'idée est de modifier les châssis Baby Holt pour créer un train de roulement plus long et donc avec de meilleures capacités de franchissement. Et presque contre toute attente, la petite équipe tient les délais. Le 21 février 1916, l'appareil numéro 1 type A est prêt à rivaliser avec le Schneider. Ce n'est pas encore un vrai prototype de char, mais plutôt un train de roulement surmonté de plaques d'acier, juste là pour démontrer la mobilité. Grâce à ses chenilles plus longues, l'engin parvient à franchir sans effort des tranchées de 1,75 m de large. Résultat, les 2 machines réussissent les tests, et le 25 février, l'armée passe commande pour 400 Schneider. Ce qui n'empêche pas Mouret de poursuivre son projet. Il demande à Fouché d'améliorer la conception. L'avant est revu pour éviter que les barbelés ne se coincent dans le train de roulement, et pour renforcer encore ses capacités de franchissement, il adopte une forme pointue qui n'est pas sans rappeler le Schneider. Le 17 mars, le 3e prototype réussit à franchir une tranchée de 2,50 m de large. Mouret se rapproche alors des forges aciéries de la marine et d'Aumécourt et obtient du secrétariat de l'artillerie une commande de 400 chars Saint-Chamond en avril 1916. Ce qui aura un fort impact sur la production du Schneider qui comptait également sur la FAMH, ce qui devient impossible lorsque celle-ci commence à produire le Saint-Chamond. Et tout ça alors qu'aucun prototype n'a encore été construit pour valider le concept, ni même que Joffre en soit informé. L'objectif du Saint-Chamond était d'être supérieur au Schneider CA1, ou du moins d'en donner l'impression, et ça se ressent à absolument tous les niveaux. Déjà, ses dimensions. Si Estienne ne jure que par des engins compacts, le Saint-Chamond, lui, fait 8,83 m de long, 2,67 m de large et 2,35 m de haut, pour un poids de 23 tonnes, soit quasiment le double du Schneider.
Mais bien sûr, ce n'est pas juste une course à celui qui a la plus grosse. Cette différence de gabarit résulte d'une véritable volonté de faire mieux que le Schneider. La principale raison est que plus le train de roulement est long, plus le char est capable de franchir de larges tranchées. Ce qui, ne l'oublions pas, est le point le plus crucial dans la conception des chars d'alors. De plus, malgré son poids, il est le char le plus rapide de la guerre. Grâce à son moteur 4 cylindres essence de 90 chevaux, il peut atteindre une vitesse maximale de 12 km/h sur route, bien que plus proche des 8 km/h en pratique. À comparer avec les 8 km/h du Schneider et le petit 6 km/h du Mark I. Il peut également compter sur sa transmission électrique. Son moteur essence alimente une génératrice électrique qui, à son tour, alimente 2 moteurs électriques, chacun entraînant une chenille. C'est une conception qui rend la conduite plus souple et facile, et qui est bien plus avancée que celle des autres chars de l'époque. Mais en échange, c'est aussi plus fragile et contraignant en entretien. Et si le char montre de bonnes performances sur terrain plat, au combat ce sera une toute autre histoire. Les premiers déploiements révèlent que son nez a la fâcheuse tendance à se planter dans la moindre butte. Ses chenilles, de seulement 32 cm de large, sont clairement inadaptées à un engin aussi lourd, entraînant des enlisements réguliers. En plus de ça, les premières chenilles s'usent très rapidement et le char déchenille facilement. On tentera bien de corriger ça en installant des patins de chenilles plus larges et plus résistants, passant de 324 mm à 500, mais ça ne fera pas de miracle. En réalité, le problème est dans le concept même. Des tracteurs Holt dont il s'inspire, il hérite d'une garde au sol très basse, limitant grandement sa capacité à franchir des obstacles. Mais encore plus problématique, le corps du char est totalement démesuré par rapport à la longueur du train de roulement, en plus d'avoir un centre de gravité bien trop avancé. Résultat, il a tendance à piquer du nez lorsqu'il tente de franchir une tranchée ou un trou d'obus important et reste ainsi régulièrement bloqué, le nez figé dans le sol. Au milieu de la production, des rouleaux furent installés à l'avant et à l'arrière pour améliorer le franchissement des tranchées, mais sans amélioration radicale. On notera également, comme pour beaucoup des premiers chars, des problèmes d'alimentation en carburant en fonction de l'inclinaison du véhicule. Un grand nombre de ces problèmes viennent de son canon. À cette époque, le lieutenant-colonel Émile Rimaillot est le directeur technique de Saint-Chamond. Et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de l'un des créateurs du mythique 75 1897. Son rôle sera déterminant dans la conception finale du Saint-Chamond. C'est lui qui non seulement choisit le type de canon, mais également son positionnement à l'avant, ce qui est alors une première. Avant la guerre, Rimaillot avait développé le canon de 75 mm TR Saint-Chamond à la demande du général mexicain Manuel Mondragón. C'est donc très naturellement qu'il en équipe le char. Avec une longueur de 28,5 calibres, il tire un obus de 8 kg jusqu'à 6000 mètres. Non seulement il est plus puissant que le canon court du Schneider, mais c'est également le plus puissant canon monté sur un char de toute la guerre. Les marqués A7V allemands ayant des canons de 57 mm et le FT 37 mm. Sa position frontale centrale est également bien plus pratique pour engager l'ennemi que les marqués Schneider. Mais ça, c'est sur le papier. En réalité, l'utilisation de ce canon encombrant oblige les ingénieurs à surdimensionner à l'excès le caisson comparé au train de roulement, ce qui se révélera catastrophique sur le terrain bouleversé de la guerre des tranchées. Il suffit de voir que si lors des tests, l'appareil type C avait réussi à franchir une tranchée de 2,50 m de large, le Saint-Chamond, lui, ne pouvait espérer dépasser les 2 mètres. En comparaison, le premier prototype du Schneider n'avait atteint qu'1 mètre, mais le char final pouvait franchir entre 1,50 m et 1,80 m. Le débattement est également très limité. Il faut donc faire pivoter tout le char pour viser. Sa transmission électrique est alors un avantage non négligeable. Le 75 TR finira par être abandonné pour le classique 75 modèle 1897,
de 34,5 calibre pour une portée maximale de 11 000 mètres. Mais bien sûr, comme pour tous les autres chars, la portée utilisable ne dépasse pas quelques centaines de mètres. En armement secondaire, il reçoit 4 mitrailleuses Hotchkiss 8 mm modèle 1914, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Ce qui semble nettement mieux que le Schneider avec bien moins d'angles morts. On notera également que, grâce à son agencement interne mieux pensé et à ses dimensions, l'équipage de 8 hommes sert dans de meilleures conditions que dans les autres chars, même si ça reste loin d'être une promenade de santé. À l'origine, le char était protégé par un blindage de 11 mm à l'avant, 8,5 à l'arrière et sur les côtés et 5,5 au toit et au plancher, ce qui est quasi équivalent aux autres chars. Mais comme eux, ça se révéla rapidement trop léger face aux progrès allemands en matière de lutte anti-char, particulièrement les balles perforantes. On ajoute alors des plaques de blindage supplémentaires de 8,5 mm, ce qui n'arrange évidemment pas ces problèmes de poids et de centre de gravité. Comme on peut s'y attendre d'un engin développé si rapidement et sans réel test, il a de nombreux défauts que l'on tentera de corriger au mieux. Ainsi, les 150 premiers Saint-Chamond avaient un toit plat, qui se révéla être un véritable panier à grenades. On développa alors un deuxième modèle avec un toit à 2 pans inclinés pour faire rouler les grenades. Si c'est indéniablement une bonne idée, les ingénieurs supprimèrent également les kiosques d'observation, ce qui réduisit considérablement la visibilité, particulièrement problématique pour le chef de char et le pilote. C'est sur l'insistance du désormais général Estienne qui commande l'artillerie d'assaut et qualifie cela d'aberration qu'un nouveau kiosque sera finalement installé, mais uniquement pour le pilote. Le train de roulement est également renforcé et les chenilles élargies à 412 mm. Les 100 derniers seront armés du 75 modèle 1897 et leurs chenilles élargies à 500 mm. Lors d'exercices, des Saint-Chamond, plus lourds et plus puissants, dépannent des Schneider coincés dans des tranchées, ce qui donne l'idée de créer un engin dédié au dépannage et au ravitaillement. Dans ce but, 48 Saint-Chamond M1 sont convertis en chars caissons, à qui l'on a simplement retiré le canon et sans blindage supplémentaire. En juin 1917, juste après la première utilisation des Saint-Chamond au combat, FAMH propose une refonte majeure avec une garde au sol relevée à 56 cm et surtout l'avant redessiné et raccourci. Mais avec l'arrivée prochaine du Renault FT, cela n'aboutit pas. Alors que l'armée commande 400 chars Saint-Chamond en avril 1916, le premier sort finalement des ateliers en septembre. Conçus à la hâte, sans véritable prototype, les premiers exemplaires révèlent rapidement de nombreux problèmes. Non seulement la caisse est bien trop longue par rapport au train de roulement, mais les incidents mécaniques sont fréquents. S'il est trop tard pour des modifications majeures, celles qui sont mises en œuvre retardent déjà fortement la production, si bien qu'en mars 1917, seuls 48 ont été livrés, le dernier ne le sera qu'en mars 1918. Les Saint-Chamond connaissent leur baptême du feu le 5 mai 1917 sur les saillants de Lafaux et les résultats sont loin d'être glorieux. Sur les 11 chars engagés, un seul parvient à franchir la première ligne allemande. Il faut dire que le terrain, détrempé par de violents orages, est un cauchemar à franchir et la résistance allemande acharnée. Le lendemain, seuls 2 chars sont encore en état de soutenir l'attaque, mais les pertes sont faibles, avec seulement 3 chars détruits. En revanche, la mécanique a souffert, et le retour d'expérience entraîne de nombreuses demandes de modifications. Élargissement des chenilles, renforcement du train de roulement, ajout de fentes de vision, blindage du réservoir, etc., etc. Pour tout dire, en novembre 1917, aucun groupe de Saint-Chamond n'est opérationnel, faute de pièces de rechange. Au total, 12 groupes de chars Saint-Chamond seront constitués, sans pour autant briller particulièrement au combat. Conçu pour la guerre des tranchées, le Saint-Chamond se montre paradoxalement bien plus efficace lorsque la guerre redevient une guerre de mouvement à l'été 1918. Sur terrain plat, bien plus favorable à ses caractéristiques,
Son canon de 75 à tir direct lui permet d'être utilisé efficacement comme canon d'assaut contre les troupes allemandes à découvert. Il cesse alors d'être utilisé comme char d'assaut proprement dit, les lourds Saint-Chamond et Schneider ayant été remplacés dans ce rôle par l'emblématique char léger Renault FT. Le dernier engagement du Saint-Chamond a lieu début octobre 1918 en soutien de la 1re division américaine près de Montfaucon. Devenu obsolète face au Renault FT, il ne connaîtra aucun développement ultérieur. Les exemplaires survivants seront rapidement retirés du service et envoyés à la casse après l'armistice. Aujourd'hui, sur les 400 produits, un seul exemplaire a survécu. Il est précieusement conservé au musée des blindés de Saumur, juste à côté du dernier Schneider. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.